我们是法国的10万个为什么。今天我们来到了后面这个厉害的地方，它其实是一个拍卖行。拍卖行在法国其实是一个非常特别的行业，而且它也是源自于法国历史上的一个行业。我们有一个朋友，台湾年轻的女生，27岁，她就在这间拍卖行里面做鉴定师，艺术鉴定师。我们今天就来访问她，了解一下这个行业，然后也会访问到她的老板，也就是这个拍卖行的老板。我们一起走吧，走。Hello， 如婵，你好。啊，蒙叔，你好。Oui, donc je suis Linda Trouvé, commissaire-priseur à Drouot, installée à Drouot depuis 3 ans. Voilà, j'exerce cette magnifique profession très, très française à l'origine, de commissaire-priseur, à qui, maison de vente aux enchères, à qui on confie des objets pour expertise, pour estimation et ensuite pour vente. Alors à l'origine, c'est une passion pour les arts du Vietnam, pour l'Indochine et l'histoire française, les liens qu'on a su tisser avec le Vietnam dans un contexte évidemment colonial. Ça, c'était une passion que j'avais en commun avec Monsieur Fumeux, qui est le co-expert de ces ventes. Et puis, donc, on a enrichi notre documentation, on s'est de plus en plus investi dans ce sujet. Et puis, plus largement et de manière assez naturelle, on nous a présenté des objets qui ne venaient pas du Vietnam. Et donc, on a vraiment fait notre spécificité de l'art d'Asie, tout ce qui est céramique, peinture et objets en général. À l'origine, les commissaires-priseurs qui sont des officiers ministériels sous Napoléon III, donc à la fin du 19e, et c'est une profession qu'on ne trouve pas, qu'on n'a pas trouvé pendant longtemps dans d'autres pays. Et il y a en plus l'acquisition d'un diplôme pointu en France. C'est une profession qui est toujours réglementée, qui a été séparée entre officiers ministériels et maisons de vente volontaires. Mais il y a toujours cette formation qu'on exige de nous en tant qu'étudiants en droit et donc en matière juridique et en histoire de l'art. Sur la formation, donc effectivement, c'est une formation qui est très suivie, qui dure 2 ans. En fait, on a un examen d'accès pour devenir stagiaire auprès d'une autre maison de vente ou d'un autre commissaire-priseur judiciaire. À l'issue de ces 2 ans, on attend de nous un nouveau diplôme qui doit prouver notre compétence en termes d'évaluation des objets, de déontologie du métier, ça c'est très important. En France, les ventes aux enchères sont très réglementées et c'est une garantie de sécurité pour les vendeurs comme pour les acheteurs. La première étape, c'est effectivement recevoir une personne qui, pour des raisons X, Y, enfin très variées, vient avec un objet. Parfois, c'est une simple curiosité, quelque chose resté dans un objet, resté dans un grenier pendant longtemps, ou des enfants veulent se partager des objets, etc. On nous apporte un objet dont on sait parfois quelque chose, parfois rien, et on attend du commissaire-priseur qu'il d'abord décrive cet objet, puisse l'identifier, lui donner une époque, expliquer une technique, identifier parfois un artiste, puisque les œuvres ne sont pas toujours signées, que ce n'est pas toujours simple pour le grand public. À partir de là, on donne une estimation qui, elle, tient compte du marché de l'art. Donc, c'est l'effet de l'offre et de la demande. Certaines choses valent très cher à certaines périodes et d'autres moins. Et en fonction des estimations, les propriétaires nous confient l'objet à la vente. Ensuite, notre travail consiste à réunir un certain nombre d'objets pour constituer une vente aux enchères qui aura lieu donc pour ma part à Drouot. Et là, donc on fait un catalogue, on photographie les objets, on fait des notices précises. Et ces notices sont d'autant plus précises qu'elles visent toujours à éclairer l'acheteur. C'est vraiment notre métier. On a un métier de conseil qui est de dire aux gens, voilà, cet objet date du XXe siècle ou du XVIIe ou du XVIIIe. Voilà ce que ça peut valoir. Donc on rédige une notice qu'on publie dans un catalogue avec une photo et ensuite a lieu l'exposition puis la vente.
Alors je dirais que se tromper, on essaie tout notre métier consiste à travailler beaucoup pour être d'abord avant tout toujours curieux et toujours à l'affût de la connaissance des objets et qui permet justement de ne pas se tromper sur les estimations. Après, parfois, il y a un phénomène assez classique en vente aux enchères qui est que l'estimation est assez faible parce qu'elle doit rester attractive. On est aussi dans un domaine où le jeu est important. Et ensuite, ça fait x3, x5, x10. Ça ne veut pas forcément dire qu'on s'est trompé. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas toujours la maîtrise du nombre d'acteurs et d'acheteurs qui vont entrer en compétition. 2, c'est bien, mais quand c'est plus que de 2, c'est toujours mieux. Et puis, voilà. Donc, c'est pas toujours se tromper que d'avoir des écarts. Se tromper, c'est quand vraiment on n'a pas su identifier l'objet. Et là, en fait, tout notre métier consiste à s'entourer de gens plus compétents que nous, plus pointus que nous, qui sont des experts dans des domaines très particuliers, quand on sent que nous, on arrive à quelque chose d'un peu plus pointu. Alors ça, je suis pas au courant. Ça, c'est des pratiques qu'on ne doit pas faire. Effectivement, le principe de la vente publique, c'est qu'il y a une transparence qui est importante. Les acheteurs doivent être sur un pied d'égalité. Et ensuite, c'est eux qui se battent et qui entrent ou non dans la danse. Moi, quand je parle de jeu, c'est plutôt leur donner envie de participer et de jouer, parce qu'il y a toujours un phénomène psychologique aussi. Est-ce que vous voulez vraiment d'objets et jusqu'où êtes-vous capable d'aller en face de votre concurrent direct et le jeu, il est là. Alors, Dieu merci. Dieu merci, c'est moins rare, mais oui, il y a eu une époque où c'était compliqué. Voilà, donc c'était pas, il y avait très peu de femmes dans le métier il y a 40 ans. Il y en a un peu plus aujourd'hui. De ma génération, on n'est pas si nombreuses, mais ça se féminise. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé jeune stagiaire il y a 25 ans, on vous décourageait plutôt de faire ce métier en vous expliquant que bon, c'était plutôt un métier d'homme. Moi, j'ai entendu Pourquoi ? Parce que l'art juridique femme est assez fort que l'homme. Parce que vous avez, vous, peut-être un modèle social peut-être plus évolué que le nôtre. Pour nous, c'est compliqué. La place des femmes dans le monde du travail a été difficile. Et donc, on a, je pense, subi au même titre que d'autres femmes, les problèmes d'accession à une profession qui était très masculine. Au 19e, il n'y a pas de femmes. C'est un cénacle, comme encore beaucoup de cercles qui sont réservés exclusivement aux hommes. Donc voilà, on pâtit pas plus que d'autres professions, mais c'est une réalité. Ça n'est pas simple. Mais je trouve en revanche que c'est un énorme avantage d'être une femme et de travailler avec des hommes. Moi, je crois beaucoup à la complémentarité des profils. Et le fait d'avoir féminisé la profession est quelque chose qui, je pense, a contribué à faire changer la vision qu'on a du métier. Voilà, on voit beaucoup de femmes dans les maisons anglo-saxonnes qui tiennent le marteau. Très différent. Alors, on est obligé de prendre quelques exemples un peu spécifiques parce que, évidemment, les acheteurs des ventes indochines et asiatiques ne sont pas les mêmes que les ventes très classiques du 18e qu'on organise aussi. On a vendu le mois dernier un tableau qui était une étude préparatoire pour le plafond du salon de Mercure à Versailles. On avait en face, alors évidemment, on avait le château de Versailles, mais on pouvait pas le deviner, et on avait des collectionneurs de tableaux anciens. Pour la vente Indochine, on a essentiellement des clients vietnamiens qui ont maintenant qui rapportent leur patrimoine, exactement. Alors c'est je trouve quelque chose, un processus assez intéressant, c'est qu'effectivement ils rachètent leur patrimoine, mais ça n'a rien de honteux. Le fait que les administrateurs français aient pu rapporter des objets dans des temps de guerre difficiles, quand on pense à l'occupation japonaise, aux batailles américaines, bombardements, etc. C'est vrai que le fait que des riches administrateurs qui étaient aussi les commanditaires de ces œuvres importantes telles que les paravents en lac, les peintures, aient pu les rapporter en France, a tout simplement permis de préserver un patrimoine qui aujourd'hui retourne très justement chez eux. Et ça, c'est très, très, pour nous, c'est très satisfaisant de savoir que ça repart là-bas. C'est souvent très satisfaisant pour les propriétaires des œuvres.
qui ont profité parfois d'une laque pendant 40 ou 50 ans, parce que les objets restent souvent dans les mêmes familles, et qui sont contents aujourd'hui que ça retourne à la terre d'origine. Wow. De manière générale, c'est le frisson des enchères qui monte rapidement. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, on a vendu une laque, un grand panneau d'un Nguyen Van Thi. On l'avait estimé autour de 120, 150 000 euros, qui était une estimation une fois de plus attractive. Et les enchères ont grimpé en peut-être 1 à 2 minutes, et on l'a adjugé 650 000 euros au marteau. Et ça, c'est allé, tout d'un coup, ça va très vite. Et il y a toujours l'excitation tout d'un coup de quelque chose qui vous échappe, parce que parfois, c'est des gens qui sont à l'autre bout du monde, qui d'un clic mettent 50 000 euros, etc. Et puis c'est la consécration de notre travail. À ce moment-là, on se dit, on a bien travaillé. L'autre souvenir inoubliable, c'est effectivement la redécouverte de ce tableau, qui était donc une petite étude, enfin un petit format, parce que c'est une étude préparatoire pour réaliser un angle d'un salon au château de Versailles. Le propriétaire nous l'a apporté quasiment en s'excusant de nous apporter peut-être un tableau pas très important, mais voulait vérifier qu'avant de le mettre à la poubelle, ça pouvait pas avoir d'intérêt. Que tout d'un coup, vous dites il faut pas non plus céder à l'excitation et rester rationnel, et on est en tant que commissaire-priseur, on essaie d'avoir un maximum de petites alertes qui nous permettent aussi de détecter un faux, une copie, ou tout d'un coup de se dire, bon, là, il y a un faisceau d'indices, tout est bon, il faut qu'on le montre à l'expert pour avoir la confirmation que le tableau est bien du XVIIe siècle, peint sous la commande de Louis XIV. Et quand, tout d'un coup, vous avez le coup de fil fébrile de l'expert qui vous dit, mais c'est merveilleux, c'est ça, et c'est pour Versailles, et ça, c'est inoubliable. Ça fait partie des belles histoires du métier. C'est la redécouverte d'un objet, souvent. Donc, on est vraiment au cœur de la création artistique. Et puis, ce qui était en plus émouvant dans ce tableau, c'est que c'est une scène d'offrande d'animaux à Aristote, le professeur d'Alexandre. Et dans la version finale, les animaux ont été changés. Donc, non pas la structure de la scène, mais simplement les animaux, puisqu'en fait, les poules, les canards et les moutons ont été remplacés par une écrevisse, un alligator et un léopard dans la version finale, puisque tout de même, on s'adresse à un roi. Donc ça, c'est toujours, c'était émouvant. Elle a fait un travail extraordinaire, très pointu, avec une vraie exigence de perfection. Voilà. Et c'est vrai que c'est des qualités qui sont très agréables à trouver. Voilà, l'amour du travail pour ce travail qu'on attend de nous, en fait. Voilà. L'amour du travail. Oui. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu sur... On parle du marché de l'art avec des chiffres, je vous parlais tout à l'heure des envolées par rapport aux estimations, mais on fait ce métier aussi pour la gratification que ça apporte. Quand vous arrivez à retrouver un monogramme d'un artiste sur un tableau, quand vous arrivez à l'expliquer à un public, c'est très gratifiant de savoir qu'on a été un peu à l'origine de cela, d'avoir travaillé, d'offrir quelque chose, et puis de partager en fait une connaissance à ce moment-là. Ça, c'est très agréable. Et c'est vrai que travailler avec Joushan, c'est très très agréable parce qu'elle est perfectionniste. J'aime ça. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. 好，下一个这个陶器。陶瓷器，对不起，瓷器。那我们可以稍微看一下这些瓷器，这个瓷器上面有个款这样子，大清同治，大清同治年制。哦，但这个不是一看就不知道，就不是同治的那为什么我说可是它看起来不太像以前东西？因为它很像